Bonjour et bienvenue dans 1001 vasectomies, votre podcast dédié à la santé sexuelle masculine et surtout à la vasectomie. On vous retrouve, Dr Huperton, pour un troisième épisode. Bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé plus de 1000 vasectomies, vous gérez le site vasectomieparis.fr et vous consultez donc dans la capitale à Paris. La semaine dernière, on a parlé avec vous de comment vous en étiez venu à proposer une vasectomie à un patient. C'était un patient qu'on a appelé Jean-Louis qui était venu avec sa compagne Anne. Ils étaient à la recherche d'une contraception. Ils traversaient une phase un petit peu difficile de leur couple. Et donc, vous aviez proposé comme solution la vasectomie, avec d'abord une réception de la part de Jean-Louis un petit peu compliquée, puis finalement il revient vous voir et il vous dit « Ok », mais avec deux conditions. Oui, c'est vrai que c'était très tendu lors des premiers entretiens en sexologie et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils acceptent. Et lorsqu'ils reviennent, c'est lui qui prend la parole et il me dit « Docteur, merci, on a discuté et votre idée elle est bonne. On part pour la vasectomie, mais à deux conditions. » Déjà, j'étais très étonné. Et ensuite, j'écoute. Première, on vous fait confiance, donc on souhaite que ce soit vous le chirurgien. Est-ce que vous êtes d'accord? En tant que chirurgien, je ne peux pas répondre non. Je dis, ok, c'est parti. Mais quelle est la deuxième condition? Jean-Louis rajoute, on a entendu parler de la vasectomie sans scalpel qui se fait au Québec. Est-ce que vous savez en faire? Je réponds, écoutez, j'ai jamais entendu, parce que j'ai pas d'amis québécois, j'ai pas été formé au Québec, je vais me renseigner, je promets rien, je sais faire une vasectomie chirurgicale, mais je peux pas vous garantir d'être en mesure de faire une vasectomie sans scalpel selon la technique québécoise. Donc vous vous renseignez sur ce sujet. Est-ce que vous trouvez beaucoup d'informations, beaucoup de documentation là-dessus? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que dans les manuels de chirurgie français, il n'y a rien. J'appelle les amis, j'appelle les collègues. Je n'ai pas d'informations. Quelques-uns avaient fait des vasectomies chirurgicales. Et puis, tous les urologues savent opérer un scrotum. Tout le monde sait comment opérer un testicule. Donc, on s'imagine que à partir du moment où on a les maîtrises et l'expertise de la chirurgie du contenu scrotal, on saura comment faire une vasectomie. C'est pas sorcier. Et alors, comment vous trouvez les informations? Une fois cette idée que bon, je sais faire, donc je peux me lancer, mais en cherchant, on va chercher comment? On cherche à qui? Sur Internet. Et il y a trois choses qui ressortent. Un, il existe un manuel. Je découvre qu'il y a un manuel en anglais de la no-scalpel vasectomie qui est destiné à tous les urologues, tous les chirurgiens qui pratiquent dans le monde de maîtriser de A à Z la technique. Donc, je lis le document et je commence à m'imprégner de la technique sur le plan théorique. Ensuite, je vais chercher dans YouTube. Et sur YouTube, il y a plusieurs vidéos qui expliquent, mais des vidéos à titre éducationnel. C'est pas des vidéos de technique chirurgicale, ce qui n'est pas du tout à fait pareil. Il y a des animations, mais on n'est pas dans la vraie technique chirurgicale. Et puis, j'apprends que le docteur Michel Labrec, le spécialiste québécois de la vasectomie sans scalpel, qui entre-temps est devenu un ami intime, il milite pour la vasectomie sans scalpel. Il en fait, d'ailleurs de manière très régulière. Donc, j'apprends que cette technique, elle existe. Je me dis, c'est fantastique. Et en regardant la littérature scientifique, en regardant les publications, je vois tous les avantages de la technique de vasectomie sans scalpel. Michel Labrec, c'est un nom important dans le monde de la vasectomie et notamment sans scalpel? Comme je dis toujours, quand je parle de lui à la radio, j'étais dans une émission radio québécoise, c'est le pape de la vasectomie sans scalpel dans le monde. C'est lui qui a œuvré, c'est lui qui fait des formations, qui va partout dans le monde, et c'est lui qui est venu en France, ici à Paris, et avec lui, on a fait des formations de vasectomie sans scalpel. Donc, on fait un petit saut dans le temps, il se passe 4 mois. De toute façon, c'est les 4 mois réglementaires quand un patient veut faire une vasectomie. Et là, vous vous retrouvez en réunion, on va dire, avec votre équipe médicale et vous en arrivez à dire, cette semaine, on fait une vasectomie. Évidemment, lors de la réunion hebdomadaire pour valider l'intervention, on me pose 2 questions. Comment tu vas t'y prendre? Et deuxièmement, quelle anesthésie? Je donne des réponses très théoriques.
par rapport à ce que j'ai lu, sur la technique, sur les avantages, sur l'anesthésie, on va faire une petite sédation en complément d'une anesthésie locale. L'anesthésiste me demande, t'en es sûr? J'affirme avec beaucoup de certitude, oui, ça devrait le faire. Et puis, l'intervention est validée. Mais à l'intérieur de vous, là, vous êtes pas forcément très rassuré. Vous savez, en chirurgie, quand tu pars en chirurgie, on part comme gagnant, il faut pas douter. Donc, je savais que je suis en mesure de faire l'opération, je me suis lancé. Est-ce que j'arriverai à faire la technique sans scalpel ou chirurgicale? Ça, on verra après. Bon, et malgré tout, vous vous frottez un petit peu à l'hostilité, on va dire, de certains membres de votre équipe. Certaines membres même, on dira. Dans la France, même encore aujourd'hui, mais en 2011, on réalisait 1 millier de vasectomies par an. Sur tout le pays. Sur tout le pays, toute la France. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, la vasectomie a eu toujours une mauvaise presse en France. Est une opération méconnue. Il y a beaucoup de craintes. Il y a des craintes des hommes, des femmes, sur la castration, sur l'aspect définitif. Évidemment, lorsque je passe dans le service de chirurgie ambulatoire où Jean-Louis allait être hospitalisé, les infirmières se rebifient. Il y a une certaine hostilité, pas méchante, mais style, pourquoi fait-on une castration? Pourquoi fait-on une vasectomie, une contraception chez l'homme? La contraception, c'est un truc féminin. Donc, il y a une espèce d'hostilité contre la vasectomie. Évidemment, on discute, j'explique, et finalement, il n'y a aucun problème. Tout le monde accepte le principe que la vasectomie était destinée à relancer le couple dans sa sexualité et donc de le sauver. Et donc vous arrivez dans le bloc opératoire et là encore, rien ne va se passer comme prévu, Vincent. Eh oui, tout à fait, parce on a prévu quoi? On avait prévu une anesthésie locale couplée avec une petite sédation. On a prévu une opération d'une dizaine de minutes, en tout cas dans le planning, c'est une opération qui est censée être rapide. Et donc les interventions sont trop de difficultés. Les conditions de stress, de froid nous ont vite obligés à pratiquer une anesthésie générale. Ensuite, les conditions anatomiques avec la tension, le froid, le scrotum rétracté, il était impossible de trouver le canal pour faire l'intervention. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, voire YouTube ou podcast, je vais en parler, je vais montrer, expliquer comment c'est technique, parce qu'il y a quelques particularités sur la technique sans scalpel. Oui, parce que vous dites vasectomie sans scalpel, moi ça attire mon attention. Je sais pas comment ça se passe. Faut nous expliquer ça un jour. Oui, parce que c'est quelque part un abus de langage. Parce que la vasectomie sans scalpel, ça concerne que la manière dont on va chercher le canal déférent. Donc ça, c'est une autre histoire, on va en parler en détail. Il y a quand même des outils chirurgicaux. Il y a des outils, il y a la technique. Justement, il y a la maîtrise de l'acte, c'est qu'il y a une technique manuelle pour identifier le canal, c'est la technique de 3 doigts, et que ces techniques, elles ne s'improvisent pas. Tu peux regarder 1 millier de vidéos, tu peux t'entraîner sur des modèles en plastique, des modèles anatomiques de formation. Rien ne remplace le bloc opératoire avec des scrotums plus larges, plus petits, avec un canal facilement plus difficile à identifier, etc. Donc c'est quelque chose qui s'apprend au bloc opératoire. Donc, il est impossible de trouver le canal. Donc, je suis obligé de passer en chirurgie. Donc, on passe en chirurgie ouverte. On va changer d'installation. On va demander des instruments complémentaires. Et finalement, l'opération continue. Elle est beaucoup plus longue. Évidemment, c'est pas 20 minutes. Au bout d'1 heure, l'anesthésiste arrive et me regarde. Alors, hypertension, cette vasectomie de 20 minutes, t'en as pour longtemps encore? Ça a duré 1 heure et demie. Et vous avez fini par y arriver quand même. Oui, parce que une fois dans la chirurgie, encore une fois, j'ai dit, tous les urologues savent comment opérer un scrotum. On sait comment chercher le canal, mais c'est une chirurgie délicate qui prend beaucoup plus de temps par la dissection, par la voie ouverte. Il faut trouver le canal sans abîmer, sans se faire saigner. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Et je crois que ça a été plus compliqué d'un côté que de l'autre. Oui, les conditions anatomiques ne sont pas tout à fait symétriques. Donc, du côté droit, c'était facile, mais du côté gauche, il y avait pas mal de veines, il y avait une varicocèle, donc l'opération a été plus longue. Il y avait un petit saignement, rien de très méchant, parce que finalement, malgré tout, l'opération s'est bien terminée et les suites opératoires étaient pas celles d'une vasectomie sans scalpel, comme aujourd'hui, elles sont celles d'une vasectomie, d'une chirurgie scrotale, à savoir quelques douleurs, un arrêt de travail, donc quelques soins d'infirmier, mais malgré tout, ça s'est bien passé dans l'ensemble.
Bon, vous sortez de là au bout d'une heure et demie. Comment ça se passe le débrief avec le reste de l'équipe médicale? Vous devez pas en mener bien large parce que vous avez promis une opération de 10 minutes. Ça dure quasiment une heure et demie ou 2 heures. Oui, mais c'est la chirurgie, tout le monde accepte. Toutes les prévisions avant l'intervention, parfois, ne sont pas respectées parce que les conditions anatomiques ne sont pas là. Il y a des variations anatomiques qu'on n'a pas prévues, il y a des obstacles. C'est les aléas de la chirurgie. Donc, ce qui compte, c'est que l'opération, ça s'est bien passé, que le cahier de charge d'une intervention classique a été respecté en totalité. Bon, et quels apprentissages vous tirez finalement de cette toute première opération, cette toute première vasectomie? Ce que je tiens, en numéro 1, que la vasectomie sans scalpel, il faut se dédier. Il faut donner beaucoup de temps pour lire, pour étudier et puis pour opérer. Il faut pratiquer, il faut exercer. Et c'est pas ni sur YouTube, ni les manuels, ni sur les écrans. Et pour l'instant, on n'est pas en 3D, on n'est pas en réalité augmentée pour apprendre la vasectomie. Ça s'apprend en réel au bloc opératoire. Donc il faut faire beaucoup, il faut plein d'opérations, il faut se former. Deuxièmement, tout aussi important, c'est un plateau technique. Le plateau commence avec le personnel et ça continue avec des instruments adaptés qu'on ne trouvait pas à l'époque. Aujourd'hui, on les trouve, mais jusqu'à récemment, il fallait les acheter à l'étranger, en Suisse, en Allemagne, etc. Et bien sûr, si on compare la vasectomie chirurgicale avec une vasectomie sans scalpel, la différence, elle est énorme. On passe d'une opération qui est rapide, qui se fait en 10 minutes, anesthésie locale, avec des suites opératoires simples, les douleurs, elles existent mais sont minimes, tout est gérable, on récupère rapidement, et de l'autre côté, on a une vraie chirurgie avec un risque d'hématome, risque d'infection, risque de désunion, de retard de cicatrisation. Donc on a quand même deux chirurgies qui sont très différentes l'une par rapport à l'autre. Tenez, je vous ai pas demandé de nouvelles de Jean-Louis. Comment ça s'est passé pour lui après l'opération? Est-ce que les problèmes pour lesquels il était venu avec sa compagne Anne ont été résolus? Malgré l'opération qui était plus longue, les suites ont été relativement simples. Il a très rapidement récupéré une vie normale, une activité normale. Et puis, après la vasectomie, il faut attendre un délai de 3 mois pour vérifier l'efficacité par un spermogramme, vérifier qu'il n'y a plus aucun spermatozoïde, ce qui était le cas. Et donc, ils ont pu arrêter le préservatif. Et à l'arrêt du préservatif, ils ont arrêté les traitements, le Viagra, etc. Et donc, ils sont répartis dans une nouvelle vie. Ils ont renoué avec une sexualité heureuse dans le couple. Tout est bien qui finit bien et j'imagine que ça vous a aussi conforté dans la nécessité de faire par moment des vasectomies. Ça a été un peu le déclencheur de la suite pour vous? Ça m'a confirmé et là, même actuellement, j'ai passé le cap de 1000 vasectomies. Je suis encore émerveillé par les suites. Je suis encore étonné et quand je vois à quel point les couples renouent avec le bonheur, avec la liberté, avec la tranquillité, je crois que les hommes, comme au Québec, comme en Australie, partout dans le monde, ils ont un rôle à jouer, ils ont une responsabilité même envers la contraception de la partenaire. Merci beaucoup, docteur. On parle de quoi la semaine prochaine? Parce qu'on parle de contraception féminine, dans une première vie, avant d'être interne en urologie, j'étais interne en gynécologie. J'ai assisté à des naissances, j'ai fait même des naissances, des accouchements, mais j'ai vu des drames dans lesquels la contraception était pour quelque chose. Et que tout ça m'a marqué profondément et je crois que ça a participé à déclencher cette envie d'aller dans la vasectomie. Bon, encore des histoires très fortes à nous raconter. Merci beaucoup, docteur Hupertan. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast 1001 vasectomie. S'il vous a touché, s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail audio@hupertan.com, HUPERTAN. C'est la même adresse mail si vous avez envie de témoigner également, d'apporter un éclairage, de nous raconter votre histoire. D'ici là, n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, de laisser un commentaire, ça aide le podcast à prendre de l'ampleur et aussi à être découvert par d'autres personnes. Et puis vous pouvez également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.